Monsieur Hugo Genois, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Eh bien, merci. Hugo, on parle, bon, que ça fait 1 an environ que tu as commencé à jouer de l'accordéon. Et déjà, les amis, peut-être des professeurs d'école ou des gens ont commencé à te remarquer au point où il y a des spectacles à l'école ici à Saint-Raymond et à l'école secondaire et tu as été demandé pour faire un spectacle. Raconte-nous ça. Dans le fond, à l'école, il y a une tradition, je ne sais pas si on peut appeler ça de même, ça s'appelle secondaire en spectacle. C'est de secondaire 1 à secondaire 5, puis c'est pour les jeunes qui ont des talents secrets, que je peux dire, dans la danse, le chant, la musique, ou même il y en avait qui contaient des histoires. Vraiment, c'est leur talent. Puis on passe chacun notre tour, ça dure 7 minutes maximum. Puis il y a vraiment des vrais juges qui sont là pour juger si vous méritez d'aller en finale. Fait que moi, j'ai joué trois pièces d'accordéon. Puis j'ai gagné avec un autre de mes amis qui avait fait une pièce de théâtre. Fait que là, ben, avec ça, on a gagné un prix. Puis c'était en tout cas, c'est proche de la finale. C'était la finale à Limoilou, c'est ça. Oui. Fait qu'on est allé jouer à Limoilou. Il a fallu que je rejoue les mêmes pièces. Oui. Puis par contre, là, j'ai pas pu gagner parce que le niveau était un peu plus élevé qu'à Saint-Raymond. Oui. Mais non, c'était une belle expérience. Puis si les jeunes ils peuvent le faire, c'est. Moi avant, j'avais joué pas d'accordéon depuis l'année passée, fait que je pouvais pas le faire. Oui. Mais vraiment, c'est quelque chose à tester, puis c'est le fun, c'est trippant. Qu'est-ce que ça t'a apporté, la présence sur scène, surtout avec une passion que tu as, l'accordéon? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Ça t'a apporté une confiance? Ben, au début, j'étais stressé beaucoup. Oui. En avoir des auréoles, beaucoup. Mais quand j'ai vu que le monde, il commençait à embarquer, à taper des mains, taper du pied, crier, que là, c'est là que le stress il est parti. Puis c'est comme si je jouais dans ma chambre tout seul. Fait que ça a super bien été. À Limoilou, il y avait le triple des personnes, mais ça a été pareil. Quand j'ai vu que le monde embarquait, c'est juste le coup de mettre le pied sur la scène puis de partir. Puis c'est une musique dansante, hein? Fait qu'il faut attendre le moment que le monde tape du pied, puis c'est parti. Donc, tu t'es aperçu de beaucoup de choses. Tu t'es aperçu que le folklore est encore très fort. Le folklore déclenche des émotions super le fun. Oui. Tu t'es aperçu aussi que tes amis aiment ça, ce que tu fais. Oui, j'ai des amis qui adorent, oui. Et tu t'es aperçu aussi que tu as un potentiel là-dedans. Tu pourrais faire peut-être pas une carrière, on ne sait pas, mais tu pourrais faire quand même... tu pourrais être engagé pour faire de la musique les fins de semaine. Moi, c'est sûr que c'est pas quelque chose que je veux faire dans ma vie en tant que travail, mais c'est sûr que si, comme exemple, avec Jérémy Plot, il m'avait appelé puis il m'avait dit « Viens, un soir, on va aller mettre le party pour une fête ». Fait qu'on était allé chez quelqu'un, puis on a mis le party avec Jérémy Plot. Ça, c'est des choses que j'aime. Que ce soit payé ou pas, moi, tant que je mette le fun. Fait que moi, si quelqu'un m'appelle pour jouer, comme au village, le 1er juillet, je vais jouer. Je me suis fait appeler, puis je me suis fait dire si je pouvais... Je me suis fait demander plutôt si je pouvais faire un spectacle. Fait que j'ai accepté, puis c'est plus ça que j'aimerais faire. Donc, tu t'aperçois que plus que tu vas faire de scène, plus qu'on va te remarquer, plus tu as des chances d'être demandé à des événements plus importants aussi. Oui. Donc, ça donne des belles expériences. Ah oui, c'est ça. J'écoutais un reportage, il n'y a pas longtemps, de Denis Côté, je crois. Oui. Puis lui, il a commencé comme ça. Puis même après ça, il jouait dans des mariages. Puis il y en avait 3 par jour, des mariages. Puis tu sais, c'est en s'en allant de plus en plus haut que... Est-ce que tu aimerais jouer avec un orchestre, c'est-à-dire être accompagné avec des joueurs qui pourraient t'accompagner soit dans des parties ou encore dans des petits spectacles au départ? Est-ce que tu aimerais faire cette expérience-là, goûter à ça? Oui, j'aimerais beaucoup jouer avec un orchestre parce que c'est déjà
Tu peux suivre mieux le tempo, tu Oui. as plus d'accompagnement. Au piano, exemple, ben, Oui. si tu manques une note, ben, le piano, lui, va être capable d'aller le corriger. Ça met plus de fun. Donc, ce que tu aimerais, c'est surtout déclencher le party, là. Oui. Ah oui, moi, mettre le party, j'ai de l'énergie pour ça. Fait que Oui. je peux jouer 7 heures de temps si je veux. Oui, c'est Ouais. bien ça. Ben, ensuite de ça, ben, c'est justement, tu as fait l'expérience de l'école. Bon, tu es demandé pour cet été. C'est intéressant pour toi, ça. C'est valorisant aussi. Mm. Est-ce que tu as commencé à faire un petit peu, comment dirais-je, un programme de ce que tu vas jouer? Est-ce que tu as une idée environ de ce que tu vas jouer? Ben, pour le spectacle, le 1er juillet, j'ai décidé de ne pas prendre des grosses pièces difficiles, mais plus Oui. des pièces, comme dans le style de Denis Côté, il fait comme des phrases de des framboises, Oui. ou tu sais, je vais aller avec le Et- reel du Timinou, puis tu sais, des petites tounes. Des pièces connues. C'est ça, des pièces connues qui fait danser puis que le Oui. monde est capable de chanter en même temps. Tu sais, Oui. pas pour mettre le party. Puis c'est pas interdit de demander conseil au mononcle et au Ah grand-papa oui, aussi. ben, c'est avec ça je me suis fié aussi, Oui. comme dans nos parties, oui. Oui, c'est bien ça. Mm. Ah ben c'est bien. Et si jamais tu rencontres un jeune, un ami, qui te dit, Hugo, j'aimerais ça, moi, jouer de la musique, qu'est-ce que tu pourrais y conseiller? Ben, déjà de choisir son instrument, ce serait déjà mieux. Oui, Puis de pratiquer. Pour moi, j'y conseillerais de plus que de pratique, plus qu'il va devenir bon vite. Si, Ok. comme moi, exemple, j'ai pratiqué 2 à 3 heures par jour, fait que ça m'a comme monté plus vite. oui, Fait que déjà, ce serait ça. Puis de choisir son style aussi, parce qu'il y a Oui. plusieurs styles dans la musique. Puis avec ça, il devrait être capable de se lancer dans ce qu'il veut faire. Et, écouter beaucoup de pièces pour aider aussi, Oui, dans son Oui. style, bien sûr, dans oui. son style, Oui. oui. Alors ça, c'est un conseil, là. Un ami t'a dit, Hugo, j'aimerais ça. À la limite, un ami t'a dit, Hugo, pourras-tu me le montrer? Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu pourrais le faire? Est-ce que tu te sentirais bien là-dedans? Si c'est l'accordéon, oui, ça me dérangerait pas. Tu pourras montrer à tes amis. Ah là. oui, ben, il n'y a pas grand-chose à montrer si tu joues à l'oreille. Comme Ouais. moi, je joue à l'oreille, je sais pas aucune note sur le clavier. Oui, À l'oreille, je pourrais lui dire mets-toi une pièce, te tirer, pousser les accords, oui. puis il est parti. Lui, il n'y a pas besoin de. Donc, ça te ferait plaisir là, Ah oui, moi, ça me d'aider tes dérange amis pas. là, Ben dans non. Ben la non. musique. Puis si tes amis t'appellent pour dire, Hugo, on aurait besoin de toi ce soir pour un party, t'es Ah partant. oui, je suis partant, oui. Oui. Ça arrive-tu de temps en temps? Ben là, moi, c'était ainsi l'été passé, oui, j'en ai fait quelques-uns avec Jérémy Plot. Oui. Puis même encore, sinon, c'est la ville qui m'appelle. Ou sinon, c'est, exemple, on a un autre spectacle à l'école, ça s'appelle le Gala. C'est pour présenter les finissants de l'école. Puis entre les présentations, il y a des spectacles. Ouais. Fait que l'école me demandait, après de m'avoir vu à secondaire en spectacle, me demandait Ouais. si je voulais participer. Puis j'ai un guitariste qui est très, très fort à l'école. Oui. Il m'a demandé, il dit « J'aimerais ça jouer avec toi, je veux t'accompagner. » Fait que Merveilleux. moi, j'ai dit oui tout de suite. Ben oui. J'y ai montré les pièces que je voulais jouer. Lui, c'est un guitariste, fait qu'il se pratique tout seul chez eux. Puis Oui. non, ça va être trippant. Puis oui, moi, je suis toujours partant pour des spectacles puis des shows. On parlait tout à l'heure des parties que tu veux faire, peut-être pas d'en faire un métier. Est-ce que tu voudrais faire, exemple, comme Denis Côté ou des artistes comme ça? Est-ce que tu aimerais ça faire des spectacles de parties comme ça? Est-ce Ouais, que tu aimerais moi, ça? je suis plus ouais, du côté, comme Denis Côté, des Ouais. émissions qui mettent du spectacle ou Oui. des shows au jour de l'an TV. Ouais, ça, c'est le fun, ça. Monsieur Hugo Genois, on te souhaite le plus gros des succès. Et encore bravo. Puis on se dit à la prochaine. Merci, bienvenue. Bonjour, Hugo Genois, accordéoniste depuis 1 an et demi. Moi et mon ami Gaétan Lefebvre vont vous présenter la polka de Pont-Rouge.
Monsieur François Dumas, bonjour. Salut, Tony. Bienvenue à l'émission. Ça fait plaisir. François, on parle, lors de précédentes entrevues, on a parlé de technique, de violon. On parlait surtout avec l'orchet. Oui. Et là, vous avez commencé à effleurer un petit peu certaines techniques avec le poignet. Pouvez-vous expliquer un peu quelles sont les techniques de base là, que quelqu'un devrait travailler avec la main, si on peut dire? Là? Premièrement, si là, juste pour... je vais mettre le violon de côté légèrement, comme ça. Bon. Ce qui est important de savoir, c'est que, premièrement, l'archet, il y a une manière de tenir ça. Ah oui? Bon. Moi, j'en ai vu des anciens violonneux, là, ils prennent ça ici, Oui. puis comme ça. Ça joue pareil, on s'entend, ça joue pareil, mais c'est plus dur à contrôler. C'est plus dur à contrôler. Encore là, on ne veut pas tomber. Il y en a, là, qu'on voyait, ils prennent l'archet comme ça. Bon. Ça sert à quoi de mettre de la résine, de l'arcanson, comme on dit, de là à aller jusque-là, si tu tiens ton archet là? Parce qu'on va l'utiliser jusque-là. C'est ça. Puis en même temps, si je reprends mon violon, mais que je tiens l'archet de cette manière-là, bon, ben, le poids qui est ici, là, la partie que je ne me sers pas, là, c'est un contrepoids, là. Puis là, je suis obligé de travailler avec ça, puis toujours travailler. Je vais travailler plus fort du bras droit, du poignet, pour être capable de faire travailler ça. La vraie manière, on se pose le pouce ici, comme ça, puis on y va. On y va. Ça, c'est la manière de tenir l'archet. Encore là, à l'école, au classique, eux autres, là, ils vont dire le petit doigt sur la vis d'ajustement. Non. Dans la musique traditionnelle, c'est une autre chose. On n'a pas besoin de le mettre. Hein? Pour la simple raison, le petit doigt, il va servir de balancier. Hein? Puis on s'en va. On s'en va. L'index appuyé ici, encore là, il est pas. On ne prend pas ça comme ça, pas raide comme une barre, là. Il faut que ça soit souple. Autrement dit, l'archet, vous la tenez, mais il faut qu'elle flotte dans votre main. Donc, on ne la tient pas, on la dirige. Exactement. C'est comme un gouvernail de bateau, ça. On ne le tient pas comme ça, là. Hein? On s'en va, puis on va naviguer avec. L'archet, c'est la même manière. C'est le même principe, autrement dit. Est-ce qu'à ce moment-là, étant plus relax, on est capable de plus, comment dirais-je, apprécier la musique, c'est-à-dire être capable de plus vivre la musique comme ça? C'est ça. On est plus relax. Exactement, exactement. Et puis, bien entendu, pour ce qui est de l'archet, si je remonte ma manche, là, juste pour vous donner un peu plus, expliquer c'est quoi, la musique classique, les violonistes, ils vont jouer, ils vont tenir l'archet, mais ici, là, c'est très raide. Puis l'archet va servir, ils vont jouer, puis c'est ce qui est marqué sur la feuille, les autres, ils vont l'exécuter. Mais le poignet ne travaille pas. C'est la raison pour laquelle, qu'à un moment donné, tel violoniste, il y a une bursite, il y a beaucoup de misère à jouer. Ben, ils sont crispés comme ça. Tout contracté. C'est ça. Tandis que le violonneux, quand le fameux terme, quand on joue un reel, quand on dit on joue un reel, bon, dérivation du terme anglais to reel, une canne à pêche, ça tourne. Bon, bien, l'archet, quand on joue, il y a toutes sortes de mouvements, mais c'est tout ça ici, là, le poignet. On va dire, comme Carignan aurait dit, la penture, il faut qu'elle marche, il faut que ça travaille. Tout le violon, l'archet, c'est 75 % sinon plus du résultat. Du résultat sur la pièce. Sur la pièce. Ah oui. Si on n'est pas capable de maîtriser l'archet, peu importe le style de musique que l'on fait, c'est facile de gâcher. Très, très facile. D'où l'importance là, de... Ouais. Donc ça, c'est une pratique. C'est un travail qui est assez long. Premièrement, c'est la personne qui veut commencer à jouer du violon. OK, comme on l'a dit, la position de l'instrument, le tenir, mais
pas tenir ça là, comme une barre de fer. Et puis, faire des exercices, faire travailler le poignet, mais utiliser l'archet de là à aller jusque-là. Puis bien souvent, être capable de faire une montée de note sur le même coup d'archet, en descendant et en remontant. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On monte la gamme. Juste avec une traite. Puis en faisant le sens aussi. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est un bon exercice. Ça, c'est un bon exercice. Là, puis quand on voit qu'on il y a un peu trop de pression sur l'archet, là, il va y avoir toutes sortes de sons bizarres. Là. Des fois, si on a l'impression d'entendre un chat qu'on est en train d'étrangler, là, ça peut arriver, ça. Faut pas se décourager. C'est rien que normal. C'est juste normal. C'est pas naturel de tenir ça là, puis de contrôler ça, là. La respiration va faire aussi, va y faire beaucoup, va influencer sur le jeu de l'archet. Oh, ça, c'est important, ce que vous dites là. Ouais. La respiration, c'est-à-dire, peu importe, lorsqu'on joue de la musique, il faut relaxer, autrement dit. C'est ça. Autrement dit, quelqu'un qui est sous pression, qui joue du violon ou d'un autre instrument, les personnes qui vont l'écouter vont ressentir ça. Exact. C'est pas plus difficile que ça. Que ce soit du violon ou d'autres choses, OK, oui, c'est du travail, c'est de la pratique, oui, mais faut y aller tranquillement. Exact. Pas se donner de pression. En plein ça, en plein ça. Un violon, est-ce qu'on peut faire toutes les tonalités avec ça? Oui, oui, on peut faire toutes les tonalités. Parce qu'un accordéon, c'est limité, on a une tonalité dessus. Ouais. Mais avec un violon, un instrument à cordes, on peut tout toucher les Oui, tonalités. on peut tout aller partout. Puis la particularité du violon, contrairement à une guitare, c'est qu'il n'y a pas de point de repère, hein? Ça, on s'entend. Bon. La note, je veux dire la note, la gamme, autrement dit, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Oui. Bon. Ça, il y a 8 notes là-dedans. Ça veut dire, c'est une octave. Bon. Si on rajoute les dièses, do, do dièse, ré, mi bémol, mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la, si bémol, si et do. Là, on est rendu à 13 tons. 13 tons différents. Si on met en accord, tout ce qui est joué en majeur, c'est soulevant, c'est entraînant. Tout ce qui est mineur, à timbre mineur, c'est plus triste, c'est plus tranquille. Nostalgie, peut-être. Peut-être aussi. Oui. Fait que si on mixe les deux, 13 tons majeurs, 13 tons en mineur, on est rendu à 26 tons différents. Fait que oui, on est capable de toutes les faire sur le violon. On est capable de toutes les faire. Puis ça, il y a des tonalités que je dirais qui sont plus difficiles à faire que d'autres. Oui. Oui. D'où la persévérance. Puis Oui, c'est ça. François, quelqu'un qui veut apprendre le violon, qui veut des cours de violon, surtout dans le traditionnel, dans le folklore, est-ce que ça se donne à quelque part? Ça se donne jusqu'à un certain point. Il y a toujours quelqu'un qui peut montrer la base, la partance, comme on dit. Maintenant, le meilleur secret pour ce qui est dans la musique traditionnelle pour le violon, c'est que la personne qui joue déjà un petit peu, là, en écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Puis, quand c'est possible, rencontrer d'autres joueurs. Partager les connaissances. Oui. Mettons, un tel, il va faire ça comme ça, lui. Parce que c'est normal dans la musique traditionnelle, étant donné le répertoire, on apprend tous à l'oreille. Oui. C'est normal à un moment donné qu'il y a des petites variantes. Puis c'est autant pareil là-dessus. Que ce soit sur le violon lui-même ou sur l'archet, il y a des variantes, c'est normal. Puis à un moment donné, aller chercher, lui fait ça comme ça, lui fait ça comme ça, aller se faire un mélange, là, puis on forge son propre style grâce à ça. François Dumas, un gros merci. Ça fait plaisir, Tony. On se dit à la prochaine. Merci.
Serge Maton, bonjour. Bonjour, bonjour. Dans des précédentes entrevues, on a parlé des équipements qu'on avait besoin pour devenir un très bon gigueur. On parle dans les souliers, évidemment, je pense que c'est l'outil principal. On était rendu avec des fers doubles qu'on parlait. Exact. Ouais. Alors maintenant, on continue avec quel modèle? Bien, je reviens avec les fers doubles, Oui. mais pas nécessairement pour vous parler des fers, mais pour vous parler du soulier. C'est un beau cadeau que j'ai eu il y a quelques années. Je vous ai parlé précédemment d'une de mes élèves dont j'étais très fier, Martine Billette. Oui. Alors, à un moment donné, elle m'a donné des chaussures. Je pense que c'est ça. Elle a gardé la première paire qu'elle a eue, et ça, c'est sa deuxième que je garde précieusement en souvenir. Toujours dans les fers doubles, pour adultes, bien sûr, on voit que le soulier est plus grand. Modèle, comment ils appellent ça donc? Le cuir patent. C'est luisant, ça a un certain look, ça a déjà été très populaire auparavant. Pour ajouter un peu de chic là, dans Ouais, peut-être là, peut-être un peu à l'affaire. Alors, encore une fois, fer double, mais plus le soulier est gros, bien, le fer est plus gros aussi, puis le bruit est plus fort également. Alors, on entend toujours ça lorsqu'on danse, toujours ce bruit de fond-là qui est avec nous. Est-ce que, Serge, ce soulier-là pourrait servir aussi pour la danse à claquettes? Oui. Oui, hein? Oui. Est-ce que, il me vient une question comme ça, est-ce que la gigue qu'on pratique aujourd'hui pourrait être un cousin ou un dérivé de la danse à claquettes? Est-ce que ça se pourrait? Bien, moi, je dirais que oui. C'est dérivé, je sais pas, un cousin, oui. Ouais. C'est peut-être le bon mot qu'on pourrait utiliser à mes yeux, là. Oui. Ça reste une danse, le terme à la mode maintenant, c'est une danse percussive. Donc, une danse où il y a des percussions. Intéressant. Et dépendamment du genre de musique. Alors, la musique traditionnelle a fait en sorte qu'on s'est orienté vers la gigue. Ce genre de danse-là s'est adapté en fonction de la musique. Et la danse à claquettes, à mes yeux, s'est adaptée également en fonction du genre de musique choisi. Alors, on peut faire assez facilement la distinction si on regarde des vieux films de Fred Astaire ou Gene Kelly ou ces choses-là. On voit que c'est de la musique plus moderne, mais avec la danse suivant le rythme. Maintenant, il y a encore aussi d'autres styles qui se développent tranquillement vers la danse percussive, qui n'est pas nécessairement de la gigue, pas nécessairement de la claquette non plus, mais un autre genre de danse. Mais on reste encore avec pas nécessairement des souliers ferrés. Il y en a, oui, mais je vais en venir à vous montrer autre chose tantôt. Là. Est-ce que ce sera des espèces de danse d'accompagnement? Autrement dit, c'est un genre de danse pour accompagner en même temps? Ben, c'est assez... Oui, peut-être qu'on peut dire ça. Ouais. À mes yeux, c'est un peu comme si on avait quelqu'un qui accompagnait avec, mettons, une caisse claire, un petit tambour, là, pour accompagner la musique. Alors, dépendamment du genre de musique, l'accompagnement va varier. Mais au niveau de la danse, c'est un peu ça. C'est un instrument de musique qui sert à faire des bruits ou des sons au rythme de la musique. Alors, la musique va changer, les pas vont changer, mais le principe reste le même. C'est de faire des sons ou du rythme, au rythme de la musique. Là. Je vous montre ceux-ci, c'est des miens que j'utilisais à l'époque des concours. Et peut-être vous ne le voyez pas, mais il y a des petits trous ici. Oui. Il y a des petits trous en dessous. Oui. La raison, c'est que à l'époque, lorsqu'on a commencé à faire des concours, on constatait qu'il y a des danseurs qui réussissaient à frapper plus fort que d'autres et ils se classaient mieux dans les résultats finaux. Les juges les entendaient bien. Et il échappait moins de coups. Tous les coups étaient là. C'était rare qu'il manquait des coups. On a compris rapidement la raison. C'est qu'il y avait des fers. Il rajoutait une autre série de fers en dessous. OK? Alors, il était à l'envers. La raison, c'est qu'au bout, vu que ça plie, il ne pouvait pas mettre de clous ou de vis, mais en le mettant comme ça, ça vient amplifier le son. Si la pointe
la plante du pied ne réussit pas à frapper le plancher correctement, bien, l'autre ne le manquait pas, lui. Alors, ils faisaient pas mal tous leurs coups. L'inconvénient, dépendamment des planchers sur lesquels on danse, et moi, ça m'est arrivé une fois dans une soirée, et le lendemain, j'ai réglé l'affaire, c'est que j'étais en train de danser dans une salle d'école, le plancher en terrazzo. Oui. À mes yeux, c'est pire qu'une patinoire, parce que c'est pas des patins que tu as dans les pieds, là. Tu n'as aucun contrôle, là. Ça te glisse dans tous les sens. Alors, un de mes pas, à un moment donné, je saute, je frappe les pieds dans les airs, et quand je suis retombé, les pieds par terre, j'étais un petit peu décalé. Alors, les pieds m'ont parti, je me suis ramassé les fesses par terre, sans me blesser. J'ai réussi à me relever facilement, tout en continuant la danse quand même, là. Je pense avoir bien fait mon coup. J'ai eu des commentaires disant « Hey, Serge, tu nous surprends tout le temps. » Je me suis surpris moi-même durant cette danse-là. Mais le lendemain, j'ai arraché ça. Fini, je ne danserai plus avec ce genre de choses. Et maintenant, ce qu'on retrouve le plus souvent maintenant, que ce soit des gigueurs individuels ou encore dans les troupes de danse, ce sont c'est du fibre de verre. Ça vient imiter la forme du fer. Il y en a au talon également. Là. Je le mets à l'envers pour voir un peu, à partir de mon ongle en montant, là, c'est du fibre de verre. À l'avant, c'est la même chose aussi. Matériel extraordinaire, extrêmement résistant. Pour vous faire une comparaison, ça m'est arrivé un été d'aller... j'ai été invité chez un ami, au bord de la piscine. Et souvent, le bord de piscine, le ciment, il est très rude pour éviter de glisser. « Hey, Serge, sors tes souliers, on met de la musique. » Bon, OK. J'ai fait ma petite danse sur le bord de la piscine, sur le ciment en question. Après la danse, les souliers, fini. Fini. C'était des fers et il était comme usé, comme si j'avais passé de la lime dessus pendant une journée. Très dur. Tandis que ça, extrêmement dur. On peut danser sur l'asphalte, le ciment. C'est pas conseillé pour les jambes, mais pour le soulier, il résiste à ça très, très facilement. Son, t'as pas de bruit de fond. C'est un son qui est très sec. Alors, c'est très facile de savoir. En tout cas, tout le monde apprécie ce genre de matériel là, qui remplace les fers. Puis moi, j'ai fait faire, dans le coin de Québec, j'ai un copain, Normand Legault, qui est un gigueur aussi, lui professionnel, il enseigne, c'est un chorégraphe également, et entre autres, il fabrique, on lui envoie les souliers, il fabrique le fibre de verre dessus, puis c'est extraordinaire. Justement, le genre de souliers, Serge, est-ce que ça prend des souliers conventionnels ou il y a une sorte de souliers fait exprès pour ça? Ce qui va bien, c'est des souliers de danse sociale. Ouais. Généralement, c'est le genre de chaussures qu'on prend. L'avantage, la semelle est mince, le poids est léger et il est renforcé par une petite plaque en métal à l'intérieur. Là. Donc, pour compenser l'épaisseur du cuir enlevé, là, bien, il y a une plaque de métal intérieure qui vient donner de la rigidité au soulier. Alors, c'est uniquement la plante qui réussit à bouger facilement. Le talon est très résistant, mais surtout pour le côté léger de la chose. Là. Donc, vous avez plus de contrôle, autrement dit, sur le soulier avec votre pied. Vous avez plus le contrôle, donc beaucoup plus, comme vous disiez tout à l'heure, le son beaucoup plus précis. Donc. Oui. Oui, oui. Puis la légèreté, c'est très, très apprécié. Là. C'est plus facile, on contrôle mieux. Je pense que ce que tu as utilisé comme terme, le contrôle, là, je pense que c'est le bon terme à utiliser. Là. Et c'est très résistant, ce genre de chaussures. Question simple. Oui. Ça vaut combien une paire de souliers conventionnels? Eh là là, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté, mais ça doit virer autour d'une centaine de dollars. Là. 100, 120 dollars. Les fers, des fers... Très bonne question. Des fers, c'est au pif 50-60 $ pour une paire, pour les deux chaussures. Lorsqu'on parle de métal, là, pour le fibre de verre, je ne saurais pas dire. Ça doit virer autour de la même chose aussi. On se procure ça où, ces équipements-là? Où est-ce qu'on peut avoir des souliers pour faire de la gigue? C'est sûr que si vous vous présentez au centre d'achat, ils ne pourront pas vous répondre. C'est où on peut trouver le genre de chaussures, c'est dans des magasins spécialisés en danse.
toutes sortes d'articles de danse. Ouais. Je sais qu'il y en a à Montréal, il y en a à Québec également, un ou deux magasins que je connais. Mais ils sont spécialisés dans les articles de danse, que ce soit des costumes, des gens qui font de la compétition de danse, par exemple. Oui. Alors, ils ont des souliers pour... c'est là qu'on retrouve ce genre de chaussures. Là. Monsieur Serge Maton, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Monsieur Régent Denis de Saint-Hubal, bonjour. Bonjour, M. Vézina. Bonjour, nous sommes dans les contes et légendes aujourd'hui. Alors, pour transmettre aux jeunes un peu les histoires qui se passaient dans le temps, évidemment, il y a des histoires très sérieuses là-dedans. Alors, on y va avec les contes et légendes. Alors, aujourd'hui, nous avons... Oui, un autre conte, mais c'est un fait vécu. C'est un fait vécu, comme tout ce que je raconte d'ailleurs. Il n'y a rien d'inventé là-dedans. Alors, quand j'ai eu 16 ans, j'ai décidé d'arrêter d'aller à l'école. C'est pas la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, mais j'ai vécu avec. Mes parents n'étaient pas pour ça. Mais mon père m'a dit, c'est toi qui décides, mon gars. Mais pense pas que je vais te garder à la maison et à te faire vivre à rien faire. Il va falloir que tu te trouves l'ouvrage. Mais dans ce temps-là, l'ouvrage était rare, surtout pour un jeune de 16 ans qui n'avait pas d'expérience dans rien. C'était pas comme aujourd'hui. La seule chose que tu pouvais faire à peu près, c'était de monter au chantier et d'apprendre le métier de bûcheron. Ça fait que je me suis engagé pour tiger le Savard, qui bûchait du bois de longueur 100 000 en haut de la Tuque, sur le bord du lac de la Varmine. On a pris le train, on a monté jusqu'à Wendigo. On est descendu, puis on a monté dans le vieux camion de la compagnie, un vieux camion vert tout bossé. Puis on a roulé peut-être 50-60 000 dans des chemins pleins de trous et pleins de bosses. Puis arrivé au bout du chemin, on n'était pas encore rendu. Il y avait encore 20 000 à faire. Ça fait qu'on a embarqué dans des canaux, puis on a voyagé une dizaine de milles sur la rivière Pouilleuse. Puis elle se jetait dans la rivière Galeuse encore pour une dizaine de milles. Puis finalement, on est arrivé au lac de la Varmine. Comme vous pouvez voir, c'est un pays qui peut donner des démangeaisons rien que d'en entendre parler. On était là 25 bûcherons, tous des bons travailleurs, pas chialeurs, pas badreurs, pas sacreurs. Bon, je ne dis pas qu'il n'y avait pas un petit tordieu de temps en temps, mais juste pour émoustiller la conversation un peu. Puis pas ivrogne. Ah non, pas ivrogne. Ah ouais, sauf un. Ah lui, quand il tombait face à face avec une cruche ou ben un flacon, c'était plus un homme, c'était un entonnoir. Fallait qu'il voie le fond de la bouteille. Un vrai gosier de fer blanc. Il venait de quelque part en arrière de Saint-Anne-de-la-Pérade. Son nom de chrétien, c'était Thomas Leblanc. Mais comme notre foreman, un grand Irlandais au poil rouge qui s'appelait Tom Nesbitt, avait bien de la misère à baragouiner son nom, on avait fini par le surnommer entre nous autres du surbroquet de Tom White. Thomas Leblanc, Tom White, vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'était pas un paroissien ordinaire, Tom White. Ah, il parlait au diable, il vendait à la poule noire, il reniait à père et mère 5-6 fois par jour, puis il faisait jamais long comme ça de prière. Enfin, pour faire une histoire courte, toute sa gueuse de carcasse, puis son homme avec, tant qu'à moi, valait pas plus que les 4 fers d'un chien. Ça fait qu'on a bûché tout l'automne, puis on s'est retrouvés sans trop s'en rendre compte au 31 décembre au soir. Ce soir-là, pour pas qu'on s'ennuie trop de nos familles qui étaient restées dans les vieilles paroisses par en bas, le foreman avait sorti un petit tonneau de rhum de la Jamaïque, puis il s'était mis à payer la traite aux hommes. Alors moi, la boisson forte, je porte pas ça. J'ai jamais aimé ça. J'en ai pas pris plus qu'une coupe de petits verres, pas plus que 2 doigts dans le fond du verre. Puis là, ça n'a pas été long que les pieds ont commencé à m'arrondir, puis que le poil des yeux est venu pas mal pesant. Alors j'ai décidé d'aller me coucher.
Ça devait faire une couple d'heures que je dormais quand tout d'un coup, je me suis senti tiré par la manche de mon gilet. Je me réveille, je m'assis sur le bord de mon bed, je me frotte les yeux. Qu'est-ce que je vois au-dessus de moi? Tom White. J'ai dit, où c'est que sont les autres? Il n'y avait pas personne dans le camp. Ah, ils sont partis souhaiter la bonne année aux gars du camp du Lac-Croche. Ils ne seront pas ici avant demain matin. Il dit, nous autres, on reste 7-8 ici. Puis il dit, on a décidé d'aller voir nos blondes à Saint-Hubal. J'ai dit, tu fous, Tom, aller voir nos blondes à Saint-Hubal à soir. Même avec nos 2 meilleurs chevaux, on en aurait pour 3 semaines à nous rendre là. Ah, il dit, je te parle pas de ça. Il dit, on va y aller en canot. Ben, j'ai dit, t'es encore plus fou que je pensais, en canot. Les rivières sont gelées, ça dépend. Les lacs, pareil. Ça marche pas. Il dit, pas de ça encore. Il dit, on va y aller en canot volant. Ah! Je venais de comprendre. Mon homme me proposait de courir la chasse-galerie pour le plaisir d'aller embrasser ma blonde le soir du jour de l'an. C'est vrai que dans ce temps-là, je sortais avec une rôdeuse de belle fille, la petite Amélie Bourassa du Lac-aux-Sables. Les cheveux noirs comme de l'encre, les yeux bleus comme le ciel, puis les lèvres rouges comme des cerises à grappes. Mais, j'étais pas bien scrupuleux sur les affaires de religion, mais risquer mon âme pour la vie éternelle, pour le plaisir d'aller embrasser ma blonde, ça me faisait peur un peu. On aurait dit que le verreux de Tom White lisait dans mes pensées. Espèce de poule mouillée qui me dit, t'as pas besoin d'avoir peur. Quand on est des bons avironneurs comme nous autres, il s'agit de ne pas accrocher les clochers d'église, il s'agit de ne pas prononcer le nom du bon Dieu dans le voyage, puis d'être revenu avant 6 heures demain matin. Si on respecte ces 3 éléments-là, il ne nous arrivera rien. Il dit, regarde-moi, ça fait 7-8 fois que je fais le voyage, puis il n'y a pas plus en forme que moi. Puis il dit, pense au plaisir que tu aurais d'aller embrasser la petite Amélie Bourassa. Oh, quand il m'a dit ça, il y a comme un grand frisson qui m'a passé dans le dos. J'ai mis mon capot de chat sauvage, mon bonnet de castor, mes bottes faites avec du poil d'or, puis mes mitaines garnies de poils de bête puante. Puis, je suis sorti dehors. Dehors, il y avait déjà tous les gars qui m'attendaient dans le grand canot de la Drave en arrière du camp. Tom White était debout sur la pince en arrière, puis nous autres, on était assis à nos places, prêts à partir. Puis là, avant qu'on parte, Tom White a prononcé les paroles magiques. Satan, roi des enfers, nous promettons de te livrer nos armes demain matin. Si pendant le voyage, on accroche les clochers d'église, si on prononce le nom de Dieu, ou qu'on n'est pas revenu avant 6 heures demain matin. À Cabri, à Cabra, à Cabram, canot volant qui vole, qui vame, fais-nous voler par-dessus les montagnes. Zingoglu, babine jolie, tu me pinces et tu me salirais, tintin, ouignan, tape la 14, fire, picaron, polac, américaine, pôle, l'embrouille du kite, poker, tu vas pas sur l'anglais, de picaron, passe au feu, tout staman, tout skate, aussi de paparman. Le grand canot s'est levé dans les airs à 500 pieds, puis il s'est mis à filer aussi vite que le vent. Il filait tellement vite que les cheveux nous défrisaient en dessous de nos bonnets de castor. La lune brillait dans le ciel, puis les grandes épinettes en dessous de nous autres, qui avaient peut-être 100 pieds de long, nous apparaissaient à peu près longues comme un bâton d'allumette. Quand on est arrivé à La Tuque, on a suivi le Saint-Maurice. Le Saint-Maurice, qui était une rivière extraordinaire, large comme un fleuve, nous apparaissait à peu près grosse comme un lacet de bottine. On a passé les villages en descendant, Lacabos, Rivière-au-Rat, Matahouin, Grande-Pile. Puis là, on a aperçu à droite la ville de Shawinigan, les lumières de la ville de Shawinigan. Mais nous autres, on a tourné à gauche. On a passé à Saint-Séverin, on a passé à Hérouville, on a passé à Saint-Tite, on a passé à Saint-Thècle, on a passé à Lac-aux-Sables. Puis là, on est arrivé à Saint-Hubal, puis on a aperçu la maison de Tipit-Loriot, où c'est qu'avait lieu le grand rassemblement des jeunesses pour le jour de l'an. On a arrêté notre canot dans le banc de neige en arrière de la grange, puis on est rentré à la maison. Imaginez-vous la surprise qu'ils ont eue. Qu'est-ce que vous étiez pas partis au chantier, vous autres? Qu'est-ce qui se passe? Tom White nous a dit, laissez-nous nous dégrayer, on va tous vous compter ça tantôt. Fait que chacun a pris son bord, puis moi, je suis allé voir la petite Amélie Bourassa, vous pensez bien? Elle était bien contente de me voir, puis moi aussi. Puis je lui ai réservé toutes les danses de la soirée. La veillée a passé comme une balle.
À un moment donné, je regarde l'heure sur la grande horloge. Il était à 4 heures du matin. Puis nous autres, il fallait être revenus avant 6 heures. Ça fait que j'ai fait discrètement le tour de mes compagnons, puis on s'est donné rendez-vous au Grand Canot en arrière de la grange. Quand on est arrivé là, on s'est bien rendu compte que Tom White avait pris un coup pas mal solide. Même qu'il était rond comme un œuf, plein comme un boudin. Mais il voulait quand même conduire le Grand Canot. Fait qu'on n'avait pas le temps de s'ostiner. Il s'est assis en arrière, il a prononcé les paroles magiques, Acabri, Acabra, Acabram, Zing, Goglu, Babinjoli. Et le canot s'est élevé dans les airs. Mais curieusement, on n'allait pas aussi bien que quand on s'était envenu. Peut-être parce que la neige avait commencé à tomber un petit peu, ou probablement parce que Tom White ne savait pas trop ce qu'il faisait, tellement il était chaud. Tellement qu'on a failli accrocher le clocher de l'église de Saint-Tite. Puis quand on est arrivé au pied de la grosse montagne à Saint-Roch-de-Méquinac, le canot a piqué dans le banc de neige. Téléphone cellulaire, ça n'existait pas. Le club automobile non plus. Ça fait qu'on est sorti du canot, puis avec nos mains, on a gratté, on a pelleté, puis on a fini par sortir le canot. Puis là, c'est un signal que j'ai fait au gars. On a sauté sur Tom White, puis on l'a attaché comme une saucisse, puis on l'a mis dans le fond du canot. Puis là, c'est moi qui ai pris le commandement. Encore une fois, les paroles magiques que vous connaissez maintenant par cœur, je ne vous les rappellerai pas. Puis on est parti, aussi vite que le vent. On filait toute allure, c'était toute beauté de nous voir aller. Mais à un moment donné, pour vous prouver que le verrou de Tom White avait certainement fait un pacte avec le diable, on l'avait attaché, pourtant solidement. Il s'est retrouvé debout dans le canot. Puis avec son aviron qui s'est mis à faire tourner au-dessus de sa tête, il voulait assommer tout le monde. Fait que là, il y a 2 gaillards qui ont sauté dessus, 2 gars bien capables, les plus capables qu'il y avait au camp. Mais je vous mens pas. Tom White, qui était à peu près haut comme une chatte à genoux dans le trèfle, il faisait revoler sur tous les bords. Le canot penchait à droite, penchait à gauche, penchait en avant, penchait en arrière. Fait que là, pensez bien que ce qui devait arriver arriva. Le canot a chaviré. Puis là, on s'est retrouvés dans le vide, tout le monde, à 300 pieds dans les airs. Heureusement, on passait au-dessus d'une grosse forêt d'épinettes plantées bien serrées. Fait qu'on a tombé sur les branches des épinettes qui ont amorti à chute, puis il a amorti, puis finalement, on est tombé dans le banc de neige. Il y avait 4-5 pieds de neige là au sol. Oh, bien sûr, on a eu quelques petites échymoses, quelques petites égratignures, mais rien de sérieux. Ça fait qu'on s'est en allé au camp. On n'a pas parlé de ça à personne. Les gars qui étaient partis au camp du lac Croche n'étaient pas revenus encore. On s'est couché. Ça l'a passé comme ça. Puis, l'hiver a fini par passer. Quand le printemps est arrivé, on a chacun retourné chez nous. Puis moi, la première chose que j'ai faite en arrivant à la maison, ça a été de me changer puis de m'en aller au Lac-aux-Sables pour voir ma blonde, la petite Amélie Bourassa. Quand je suis arrivé là, sa sœur m'a dit qu'elle n'était pas là. Mais moi, je l'avais bien vue par la fenêtre du salon. Elle veillait avec son nouveau chum, la grand veillette de Sainte-Tech. Apparence qu'elle n'avait pas aimé le fait qu'on parte au jour de l'an sans les embrasser, sans lui dire bonsoir. Ça fait que vous ferez bien ce que vous voudrez. Si jamais vous avez envie de voyager par la chasse-galerie, allez-y. C'est un moyen de transport rapide, pas à peu près, puis ça ne coûte rien pour de ça. Mais il y a des inconvénients, hein? Allez-moi. J'ai perdu ma blonde ce soir-là. Je n'ai jamais été capable de m'en retrouver un autre. Puis j'ai passé ma vie à courir d'un chantier à l'autre. Pas de scène en avant de moi, jamais. Fait que, encore une fois, ferez ce que vous voudrez. Mais moi, je vous conseillerais plutôt de prendre le train que de voyager par la chasse-galerie. Parli, parlons, parlons, sac à tabi, sac à tabac. Mon histoire finit dans par là. Bonjour, mon nom est Nicolas Noreau. Je vais vous interpréter l'hommage à Georges Mondoux de Robert Boutette, accompagné de mon ami Gaétan Lefebvre au piano. Thank you.
Bonjour, je m'appelle Maxime Cochon-Nollet. Je vais vous interpréter « Voulez-vous danser grand-mère » accompagné de mon ami Gaétan Lefebvre au piano.
voyons la vie en rose, c'est toujours important, fouillons les jours moroses, et nous vivrons longtemps, ayons toujours confiance, que tout marchera bien, avec la bonne entente, il y a toujours plus d'entrain, amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours, le temps de la jeunesse, ne durera pas toujours, amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours, le temps de la jeunesse, ne durera pas toujours. Au printemps de la vie, nous semions la vaillance, maintenant cueillons les fruits de notre diligence, de la peine de vieillir. Jamais on ne s'en fera, pensons plutôt à dire quel cœur ne vieillit pas. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours, le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours, le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours, le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours, le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Réjouissons-nous amis de tous nos souvenirs pendant toute notre vie, à nous de se divertir dans nos heures de loisirs.